Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur ce premier webinaire de l'année pour nous, sur un sujet qu'on a choisi un peu d'actualité chez les bibliothèques. On sait depuis 2 ans l'importance de ce champ disciplinaire, souvent couvert par des grandes entreprises. Ça veut dire qu'on a entendu les grandes entreprises américaines, européennes qui travaillaient dans ces domaines. On a en fait, nous, choisi de mettre l'accent un peu sur un secteur finalement qui recrute aussi beaucoup, qui sont la partie PME-PMI, sur ce champ disciplinaire. Et donc de vous présenter en même temps les métiers à Bac+3, parce que c'est la vocation de l'école universitaire au premier cycle, et évidemment une partie des entreprises qui sont regroupées, c'est une chance pour nous, au sein d'une association qui nous permet de toucher beaucoup d'entreprises en même temps. C'est un peu le souci qu'on a avec les PME-PMI. Alors, nos intervenants aujourd'hui, vous allez avoir Joël Bacchus de la société Drogabilis, qui est le directeur de cette société qui est à Courtabœuf. Vous allez avoir Laurent Diop qui est à distance et qui est de la société ANS Biotech, qui est, alors, je ne sais pas quel est ton titre exact, Laurent? Tu peux nous le préciser? C'est le responsable scientifique. Responsable scientifique de cette société. Nicolas Philippon, qui est l'ancien de la licence professionnelle et qui est directeur des opérations chez Drogabilis. Donc ça, c'est pour nos intervenants extérieurs. Et pour l'Université Paris-Saclay, vous avez Emmanuel Darbon qui est à mes côtés et qui est responsable de la licence professionnelle, mais vous êtes présent dans cette salle, vous le savez déjà. Vous avez à distance sur le plateau Ali Kedarsin, Christelle Turcheli, qui est responsable de la licence génie des procédés, et donc les étudiants sont aussi dans une autre salle. Et puis Pascal Aubert, moi je suis le directeur de l'école universitaire de premier cycle. Donc je vais vous faire une présentation très rapide du programme. Donc on va notamment discuter et présenter la CIE, c'est comme ça l'objectif. Discuter des formations à Bac+3 pour les gens qui sont à distance, en BTS, soit dans des formations Bac+2. On va parler des métiers, c'est ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse évidemment, et des perspectives de ce secteur disciplinaire. Alors, quelques minutes sur l'Université Paris-Saclay, je vais aller très très vite. L'Université Paris-Saclay, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle une université intensive de recherche. Alors, on peut être fier de ça, on a un potentiel en recherche qui est très très important, mais il n'a d'importance que si ce potentiel hérite des formations. C'est l'intérêt d'être dans une université comme Paris-Saclay, c'est que finalement, les enseignants-chercheurs et les enseignants qui sont vos enseignants dans une discipline, finalement, travaillent sur les nouvelles technologies et travaillent dans ces domaines de manière extrêmement pointue. Donc derrière la fierté, je pense que c'est ça qu'il faut aussi retenir pour nous en termes de formation. Je ne vais pas vous refaire le classement de Shanghai, je pense que vous le connaissez. Et finalement, cette excellence, en fait, elle se décline dans beaucoup de formations, d'un point de vue pluridisciplinaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est les formations autour de la chimie et de la biotechnologie. Donc on a finalement un panel extrêmement large. On a 13 formations et on a 20 parcours possibles aussi. Donc il y a un potentiel extrêmement la partie enseignement et formation dans ces domaines. Donc je ne voulais pas aller trop loin, vous connaissez l'université, on pourra de toute façon y revenir s'il le faut lors de vos questions. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aller assez vite et de donner la parole finalement aux personnes que nous avons invitées et de présenter cette association. Et on va vous dire d'ailleurs ce que veut dire la CIE sur cette chronique. Merci beaucoup. Je te donne l'ordinateur pour faire une courte tournée. Bonjour à tous, je suis donc Joël Bacchus, je dirige une petite société que j'ai créée il y a 17 ans, je travaille à l'évaluation de la développement des pharmaceutiques de recherche. Je suis aussi vice-président de Oui, pour ça que mon micro, c'est je suis vice-président de la CIE, j'ai été président pendant 2 années. Et oui, mais en fait, le problème, c'est que je peux pas, j'ai pas le...
j'ai pas de sortie. J'ai une sortie VGA, mais j'ai pas. On va le trouver d'ici. C'est là. L'adaptateur. Donc l'AFSI, ça veut dire Association française des sociétés de services. Attendez, je me lève. L'Association française des sociétés de services et d'innovation, c'est l'acronyme qu'on a trouvé pour les sociétés qui sont prestataires de recherche. Oui, mais là, son ordinateur, il pète un câble. Les adhérents de l'AFSI, nous conduisons des études de R&D du secteur biotech et de la pharma. Nous sommes prestataires de recherche, donc prestataires à façon. Vous pourrez trouver l'AFSI sur afsi.fr. Merci. Je sais pas les micros. Et tu m'occupes aussi la possibilité d'avancer. Alors, l'association est la seule association du secteur qui va fédérer les entreprises PME, TPE, ETI du secteur, que vous avez peut-être du mal à trouver si on ne vous signale pas. C'est ce qu'on venait faire aujourd'hui. Cette année, on s'est fédéré et on a essayé de, au travers on voulait faire savoir qui on était, on voulait faire savoir quelles étaient nos problématiques. Compléter la représentation des acteurs du système des sciences de la vie. On essaie un peu les entreprises pharmaceutiques. Bien sûr, on les bibliothèques sont portées par France Biotech en France. Vous pouvez trouver un certain nombre d'adhérents de France Biotech. Et puis il y a l'AFSI, donc qui sont les entreprises qui vont conduire la R&D de ces gens-là, notamment les biotech. On est environ 130 et sympathisants aujourd'hui à l'AFSI. Vous pouvez trouver les listings sur le site web de l'association. Et ça inclut les secteurs, évidemment, pharma, biotech, mais aussi vétérinaire, nutraceutique, cosmétique. Un plus fort poids de la biotech et de la pharma dans l'association. Diagnostic aussi, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'essor effectivement des biotechnologies, les phases précliniques sont devenues un élément essentiel. Et dans les phases précliniques, et pour arriver aux phases précliniques, et pour conduire les phases précliniques, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont hyper spécialisés, qui se sont implantés, qui se sont développés dans le domaine. Autant les biotech que les laboratoires pharmaceutiques vont sous-traiter une partie de leurs études de R&D chez des opérateurs spécialisés, dans nos entreprises. Donc l'externalisation de la recherche chez des acteurs qui sont spécialisés, c'est une conséquence de la réorganisation du secteur pharmaceutique depuis une trentaine d'années. Et au bilan, en fait, et comment je monte ? Les flèches vont dans les deux sens. On peut donner des exemples. Tu vas lancer ça ? Vous montez. Ok. Merci. Donc, notre mission, c'est de faire connaître la place de nos adhérents dans l'écosystème. S'il n'y avait pas nos entreprises, ben, la R&D des biotech ne pourrait pas se faire. Donc, il y a des gens qui produisent de la R&D pour d'autres dans tous les pays du monde. Il y a des gens qui sont plus ou moins à bas coût dans des pays d'Asie et autres. Il y a aussi des gens qui sont ici. Et les gens qui sont ici, ils participent à la souveraineté du pays dans le domaine des sciences de la vie et de la biotech. Donc, aujourd'hui, notre intervention, c'est pour dire qu'il y a un certain nombre d'emplois dans nos laboratoires. Nous avons nos laboratoires, nous avons nos emplois, nous avons nos compétences qui participent à la souveraineté du pays dans le domaine des sciences de la vie. Et nous nous présentons comme le pilier d'innovation en sciences de la vie et en biotech. Donc, premier pôle de recherche et développement préclinique. On a recensé environ 300 entreprises en France, PME, TPE, ETI, pour environ 10 000 emplois, dans des laboratoires essentiellement, des laboratoires, des infrastructures industrielles, pour environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Alors, ce n'est pas forcément des entreprises que vous connaissiez ou que vous voyez tous les jours. Mais si on vous donne les clés pour aller, les annuaires ou les noms de ces entreprises, vous pouvez aussi aller postuler. Sachez aussi que les membres de l'APSI sont répartis partout sur le territoire national. Vous pouvez trouver une cartographie sur le site de l'APSI. Et que si vous êtes à Paris-Saclay pour faire des études en région parisienne, vous venez peut-être d'un autre endroit de France, il y a peut-être des entreprises dans toutes les régions de France. On recrute, on a des problématiques d'embauche, on a des offres d'emploi. Laurent Diop, qui est directeur scientifique de l'ANS Biotech, va vous parler de choses sur lesquelles on a planché. Je remercie, je ne l'ai pas fait au démarrage, la formation à Paris-Saclay, l'école universitaire premier cycle, pour les échanges qu'on a depuis quelques mois et pour l'opportunité qui est donnée aujourd'hui de vous présenter tout ça. Laurent, je te passe la parole. Merci Joël pour cette introduction de l'AFSI. Au niveau de l'AFSI, on a mené une enquête auprès des entreprises sur les enjeux et le recrutement en chimie et en biotech. On a envoyé notre questionnaire à une centaine d'entreprises et on a eu un taux de réponse de 46%, ce qui est excellent et qui montre l'intérêt de notre questionnaire, de notre enquête pour ces entreprises. Quels sont les résultats de cette enquête? C'est que une large majorité de nos sociétés recrutent, puisque 87% de nos entreprises sont dans un processus en cours ou ont l'intention d'embaucher sur l'année. Donc, il y a vraiment une demande et moi, j'ai discuté avec nombreux chefs d'entreprise, ils me disent, oui, on recherche des bac +3, il y a vraiment un manque. Et ces gens sont ouverts à l'apprentissage. Donc, il y a des possibilités de faire des stages en apprentissage et une formation en apprentissage, je pense que c'est gagnant-gagnant, que ça soit au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'étudiant, puisqu'il est accompagné, il a un formateur, on le suit, et au niveau des TPE et des PME, bien sûr, vous arrivez dans des petites entreprises à dimension humaine, et donc vous allez être encadré, on va généralement vous donner tous les moyens pour réussir, et généralement, ça aboutit à une embauche. Et la chose qu'on avait constatée, c'est qu'au niveau des recrutements, on a demandé si c'était en tension au niveau des entreprises, et une large majorité de nos adhérents ont dit que c'était vraiment crucial et qu'il y avait vraiment une problématique. Donc, il y a des débouchés, il y a des possibilités. Quels sont les métiers? Eh bien, les métiers, ils sont larges. Ça va de la chimie, hein, on voit qu'on a besoin de chimistes, de biochimistes, d'analyse en LCMC, des bioanalystes, bien sûr. Un secteur aussi qui se développe énormément, c'est la pharmacologie, avec l'expérimentation chez l'animal, avec des biologistes, des zootechniciens, des expérimentateurs. Et puis aussi, il ne faut pas oublier la partie in vitro, avec des biochimistes, des biologistes moléculaires, et puis avec maintenant des bioinformaticiens pour les biobanques. On utilise, que ce soit pour les patients et même en préclinique, énormément de biobanques. Donc, large panel de métiers classiques de laboratoire, que ce soit en oncologie, que ce soit en respiratoire, en cardiologie, on a besoin de techniciens qui peuvent mesurer, que ce soit la chimie, que ce soit la bioproduction, et aussi quelque chose qui est important dans nos sociétés, c'est tout ce qui touche l'assurance qualité. Il est bien évident que nos sociétés doivent délivrer à leurs clients, qui sont des grandes pharma, des biotech, un service de qualité, et tout est normé, et je dirais que l'assurance qualité a pris une importance, et nombreuses sociétés de l'AFSI sont certifiées par des organismes indépendants au niveau de la qualité. D'autres métiers qui sont dérivés, je dirais, des technico-commerciales, des assistants marketing, et qui mieux qu'un technicien finalement qui a fait des expériences et tout ça, de parler de son métier et de vendre son expertise et de vendre les expériences que l'on peut proposer. Donc, vous voyez, c'est un large panel.
Et je dirais, ben, pourquoi rejoindre une société, diapositive suivante, pourquoi rejoindre une société de l'AFSI, une PME, une TPE? Il y a plein d'avantages. D'abord, comme le disait Joël, les grandes pharma, elles n'en bougent plus. C'est fini le temps, je dirais, béni des grandes pharma, mais nous, on embauche et c'est des solutions qui sont pérennes. Nombre d'entreprises sont en croissance, avec des business plans à 3, 4, 5 ans, avec doublement des effectifs. L'AFSI couvre tout le territoire. Donc, on peut trouver finalement dans sa région d'origine finalement une entreprise de l'AFSI. Vraiment, il y a un large panel d'entreprises dans toutes les régions. Vous allez découvrir des laboratoires privés avec une dimension humaine, des petites tailles, beaucoup d'entreprises ont moins de 50 salariés et vous aurez forcément une gratification de votre travail puisque la contribution à l'entreprise, elle est visible. Quand on est peu nombreux, chaque collaborateur a son importance. Et puis, chose importante aussi, c'est que souvent, dans ces entreprises, le mode de fonctionnement est participatif. La hiérarchie, je dirais, est moins pesante que dans les grands pharma où il y a plusieurs niveaux. Là, on est vraiment sur l'écoute, sur le dialogue, sur la participation. Et puis, il faut le dire maintenant, l'innovation, elle est dans les sociétés de services, puisque les grandes pharma maintenant sous-traitent énormément, et c'est un changement sur les 20 dernières années, et avec une possibilité et une opportunité pour vous qui est importante. Et puis, ces sociétés qui sont très spécialisées, avec une expertise, elle est reconnue au niveau national, mais aussi au niveau international. Et vous avez une ouverture à l'international qui est importante. Par exemple, pour ALS Biotech, la société dans laquelle je travaille, on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'export. Vous voyez une ouverture à l'international. Et puis, vous avez une diversité de métiers et de fonctions qui permettent aussi des possibilités qu'on a beaucoup plus dans ces petits groupes, finalement, c'est d'évoluer à différentes fonctions et des possibilités. Je connais des gens qui ont commencé pendant 10 ans comme techniciens de laboratoire et qui évoluent vers le marketing, vers la qualité, vers d'autres métiers et avec un épanouissement pour eux qui est important. Et puis, il y a une reconnaissance, bien sûr, de la contribution à la vie de l'entreprise. Vous êtes vraiment une personne et pas, je dirais, un numéro. Je voulais aussi vous montrer avec un exemple ce que c'était qu'un métier. J'ai pris l'exemple du technicien de laboratoire et les réalisations des études en R&D. On repose sur l'innovation. Alors l'innovation, elle peut être à deux niveaux. Elle peut être au niveau des modèles précliniques que l'on peut inventer, que l'on peut créer, et elle peut aussi être de trouver des nouvelles molécules pour guérir différentes pathologies. Et vous allez les premiers finalement à découvrir les propriétés pharmacologiques d'un produit. Donc c'est de l'innovation, c'est vraiment un travail très intéressant puisque c'est de la recherche et du développement. Alors, pour vous donner des exemples et puis pour vous dire que quel est le métier finalement, vous avez une responsabilité dans la conception des études. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez vous poser une question scientifique et vous allez essayer d'y répondre. Mais vous allez faire un plan d'études, vous allez réaliser un planning, vous êtes responsable de votre étude et vous allez la réaliser de A jusqu'à Z. Et c'est là où vraiment intéressant, c'est que dans toutes les phases, vous serez intéressé à votre travail puisque vous la réaliserez de A à Z. Et en finale, vous allez analyser vos résultats. Ça passe par la production de graphes, de tableaux, de présentations, et puis l'analyse statistique de vos résultats. Et enfin, vous allez établir des conclusions, des hypothèses, même proposer l'étude suivante en disant, ben voilà, j'ai tel résultat, je vais avoir telle manip à faire parce que ça va confirmer ou infirmer mon hypothèse de départ. Donc vraiment
une responsabilité importante et le préclinique devient maintenant très très important du fait que beaucoup de médicaments qui passent en clinique échouent et donc si on a un dossier très solide en R&D, ça présage d'une efficacité chez l'homme. Enfin, il y a quelque chose qui est très important au niveau de nos sociétés, c'est le savoir-être. Je dirais, c'est le travail en équipe, on est solidaire, on s'entraide. La communication est importante. Les réunions ne sont pas avec 50 personnes. Vous allez discuter avec vos collègues. Il y a vraiment une communication. Et puis, vous avez une autonomie, une responsabilité. Vous travaillez, je dirais, en confiance et autonome. Vous organisez. Et souvent, vous êtes force de proposition. Ça, c'est vraiment important. On est vraiment à l'écoute des gens de terrain, de remonter finalement les informations vis-à-vis de votre supérieur et développer aussi votre sens critique et, je dirais, savoir ce qui est bon, ce qui est moins bon. Voilà. Donc, voilà, c'était une présentation relativement courte, mais qui vous donne un peu une idée de ce que peut proposer l'AFSI. Et pour un retour d'expérience, je vais passer la parole à Nicolas. Merci. Bonjour, Nicolas Philippon. Donc, je suis un ancien de l'IUT d'Orsay, donc DUT chimie en 1995, et après la licence professionnelle en chimie analytique. Et donc, dans mon parcours, j'ai pu travailler à la fois dans des PME et dans des grandes entreprises. Donc, j'ai commencé par une PME, donc la service dans l'environnement. Je trouve ça pas mal, parce que on apprend un peu vraiment à travailler, à être au laboratoire, à rendre des résultats en fait, vraiment concrets. Après, j'ai eu l'opportunité d'aller dans une société pharmaceutique, donc dans une grosse industrie Pfizer. Là, évidemment, il y a beaucoup d'avantages. Avantages sur les salaires, avantages sur les conditions sur le matériel, beaucoup de matériel neuf. Je peux apprendre beaucoup de choses en fait sur les équipements. Sauf que les grosses boîtes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus éternel. Avant, il y avait un emploi qui était assuré sur de longues années. La Pfizer, au bout de 4 ans, il y a eu une restructuration de fin des sites de recherche. Donc, il y avait des choses intéressantes, mais voilà, l'emploi n'était pas pérenne. Ensuite, donc, un passage chez Ipsen, donc aux Ulysse, toujours dans l'industrie de pharma, plutôt technicien de labo. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne me plaisaient pas forcément, parce que je trouvais que les grosses sociétés, on était quand même plus dans un poste, il n'y avait pas forcément possibilité d'évolution à faire d'autres choses que le travail pour lequel on était embauché. Et donc j'ai eu l'opportunité d'aller dans une petite société, dans une PME, quitter en fait un gros groupe en CDI pour aller dans une TPME, donc prestataire de recherche, Drogabilis. Ça fait 15 ans que j'y suis et je m'éclate vraiment au quotidien. Il y a vraiment quand on fait vraiment bien le boulot, il y a des possibilités d'évolution. Assistant de recherche, de projet, maintenant directeur d'opération de la société. En fait, on est beaucoup plus impliqué en fait, au quotidien dans ce que fait la société. On a vraiment un rôle important à jouer. Et je ne l'aime pas du tout ce passage de la grande entreprise à la PME. C'est pour vous dire qu'il fallait vraiment regarder dans ces sociétés-là. On ne peut pas forcément, quand vous faites vos études, je pense qu'on parle beaucoup des gros groupes. Les PME, en fait, moi je sais qu'à mon époque, on n'en parlait pas, mais je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on en parle encore non plus. Donc ça peut peut-être faire plus peur au démarrage, en disant on va dans une petite PME de 5-10 personnes. Mais finalement, l'emploi est plus pérenne que dans les groupes. Typiquement, la société d'avant, Ipsen, le groupe dans lequel je travaillais, je suis parti 4-5 ans après, ils ont fermé, personne n'a été licencié, ils ont restructuré la partie recherche. Et donc les gens avec lesquels j'ai travaillé chez Ipsen après ont perdu leur boulot de 3-4 ans, alors que moi c'était. Dans les PME, il peut y avoir aussi, comme disait tout à l'heure Laurent, on peut aussi évoluer vers des postes plus sécurité, assurance qualité, c'est des choses, je pense, de passerelle, plus une diversité en fait de l'emploi. Et on touche vraiment à tout, mon laboratoire, mais si je fais plus une écochimiste au démarrage, des installations physiques, et puis les interactions avec les clients. Donc n'hésitez pas à postuler dans des PME, PMI, il y a du boulot et au quotidien, je pense que vous serez satisfait. Ouais, ouais. Merci. Tu voulais dire quelque chose? Vous posez des questions? Merci Nicolas, c'est la session questions. On peut en profiter un peu et faire un petit stop là, si vous avez des questions, effectivement. C'est le moment là, à distance aussi.
Dans la salle, on a une question. Oui, moi, ma question, c'est souvent quand on cherche sur Internet des offres d'emploi, on va plus facilement tomber sur les grandes entreprises. Donc, comment est-ce qu'on peut plus spécifiquement chercher une offre d'emploi pour les PME? Alors, aujourd'hui, nous, on cherche à recruter et on a mis des offres d'emploi où on pouvait mettre notre offre d'emploi. Pour l'emploi, peut-être, et LinkedIn, et il y a des associations, et le LEM, et quoi d'autre. On a contacté l'IUT, on a mis notre petite offre d'emploi, mais bon. Non, pardon, on cherche à recruter un poste de technicien depuis juin 2021. Voilà. On n'a pas voulu aller sur des masters. Parce qu'on veut avoir un technicien supérieur et vous voudrez quelqu'un qui fait ce travail parce qu'il a choisi ce travail. Vous pouvez aller, on va vous donner là le site web de l'APSI et vous pouvez approcher directement les entreprises. Là, vous avez 80 membres à jour de cotisation pour l'instant, une centaine de membres. Vous pouvez vous rapprocher. La difficulté, je pense, pour les étudiants, et quand on rencontre les étudiants, je suis venu des fois dans des conseils de perfectionnement et autres, la difficulté, c'est que vous ne connaissez pas ces entreprises, vous ne savez pas où trouver les annuaires. Vous avez l'annuaire de l'APSI, par exemple, et vous avez tous les annuaires des pôles de compétitivité en santé. Donc, il y a Médicène à Paris. Vous avez Lyon Biopôle, un Biopôle on en avait un sur Montpellier, vous en avez un sur l'Ouest. Vous avez aussi des bioparcs. Alors, Génopôle, Paris Bioparc, vous avez Biocitech en Ile-de-France. Donc, il faut se rapprocher des endroits qui structurent un peu l'écosystème. Et quand vous connaissez des anciens, rapprochez-vous des anciens. C'est beaucoup le réseau aujourd'hui qui marche. Pas forcément des offres qui se présentent partout. Laurent, tu voudrais dire quelque chose? Oui, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que c'est vrai que le bouche à oreille marche très bien. Donc, et puis moi, les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn permettent aussi des recherches faciles et souvent des offres d'emploi sont publiées. Donc il y a beaucoup de vecteurs, mais n'oubliez pas, LinkedIn peut être un bon moyen de trouver des offres d'emploi. Et puis de voir les sites des entreprises. Chez ALS Biotech, il y a 2 postes d'ouverts, par exemple, de techniciens. Vous avez tous trouvé un boulot. J'ajouterais aussi que quand vous quittez votre formation, essayez d'y rester un peu. C'est-à-dire, s'il y a des annuaires d'anciens élèves, participez à ces annuaires d'anciens élèves. Laissez vos coordonnées. Vous serez peut-être le relais pour quelqu'un qui va trouver un emploi au travers de... Je crois que c'est très important. Ça fait des années que je le dis aux formations de Paris-Sud, Paris-Saclay maintenant. Mais vraiment, c'est important de mettre en place des annuaires d'anciens élèves, d'être actifs dans ces associations, parce que ça permet de trouver des emplois. Et en effet, je vais rebondir par rapport à ça, parce qu'au sein de la formation, on a l'annuaire des anciens qui, à la fois, permet aux étudiants qui sont en recherche de stage de trouver un stage, hein, il y a le réseau, et surtout, on va vous demander, est-ce que vous acceptez d'être inscrit sur une liste de diffusion d'offres d'embauche? Et là, on en publie un grand nombre tous les ans, et il y en a plusieurs par semaine parfois. Donc, mais c'est sur le volontariat, c'est-à-dire qu'on va vous demander est-ce que vous voulez ou pas faire partie de ce réseau, c'est votre intérêt. Voilà, et une fois que vous êtes dans le réseau, vous allez recevoir tout un tas d'offres qu'on reçoit ou qu'on trouve par nous-mêmes. Et en effet, via LinkedIn, on en poste un certain nombre aussi. Le réseau marche beaucoup et marche que Pôle emploi, mais Pôle emploi fonctionne et ça s'est beaucoup amélioré. On a essayé de recruter par Pôle emploi ou ce qu'il y avait avant quelques années. C'était compliqué, c'était critiquable, ça s'est amélioré. Donc, faut pas hésiter. Mais il y a des emplois à Bac+3, clairement, il y a des emplois qui sont intéressants. Et dans les PME, je pense effectivement qu'ils sont potentiellement plus intéressants parce qu'on participe plus à la vie de l'entreprise, on a un impact plus fort. Donc, on va passer 13 ans dans des grands groupes, Paulin Croire qui est devenu Sanofi aujourd'hui, Park Davis et Pfizer. Je sais que les gens avec qui je bossais, ils étaient monopostes pendant 10, 15, 20 ans s'ils ne bougeaient pas, hein, s'ils ne changeaient pas d'entreprise. Alors que dans une PME, si on s'en donne la peine, bien sûr, si on ne s'en donne pas la peine, on va rester à son poste, évidemment. Mais si on est intéressé et intéressant, l'entreprise a tout intérêt à vous donner des choses plus intéressantes à faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être à distance sur le plateau. Martine. Non, il n'y a pas de problème. Martine, si vous avez des questions de votre côté, ou peut-être dans la salle. Il y en a une.
Oui, alors nous, on a une très mauvaise qualité du réseau, donc c'est un petit peu compliqué de notre côté. Alors, parmi les questions, je pense que je vais poser à la place des étudiants, si vous m'entendez. Oui. Il se posait la question de savoir quel était le meilleur profil entre un étudiant avec un diplôme à Bac+5 sans expérience et un étudiant avec un diplôme à Bac+3 qui a fait sa formation en apprentissage, donc avec déjà une certaine expérience. Le meilleur profil, c'est celui qui va correspondre au poste qu'on ouvre, évidemment. Donc, si on cherche un technicien supérieur, une technicienne supérieure qui a de l'expérience et qui va manipuler bien, on peut prendre quelqu'un de débutant qui a fait de l'apprentissage et c'est très bien. Et d'ailleurs, comme le disait Laurent tout à l'heure, on a un certain nombre des entreprises adhérentes qui sont tout à fait prêtes à recruter à l'issue d'un apprentissage, ce qui permet de se familiariser, d'apprendre à la personne les méthodologies qu'on met en œuvre dans l'entreprise, de se familiariser et en même temps, quoi de mieux pour apprendre à connaître une personne que de l'avoir eu en apprentissage. Si on prend un apprenti avec l'idée de l'embaucher derrière, c'est la situation idéale. Nous, on cherche à recruter un technicien supérieur débutant. Mais généralement, dans nos sociétés, à le temps d'apprentissage, vraiment, si ça se passe bien, il reste, hein, on l'embauche. Hein. C'est vraiment le meilleur moyen de rentrer dans l'entreprise. Et pour la question par rapport à Bac+5, si on recrute un Bac+3 et qu'on recrute un Bac+5, est-ce qu'il sera vraiment, il ou elle sera heureuse, il se dira j'ai un Bac+5, j'aurais peut-être pu penser avoir ça, mais finalement j'ai ça, je m'en vais. On n'a pas envie, quand on recrute quelqu'un, qu'il y ait une inadéquation entre le poste et la personne. On peut faire quelqu'un qui est bien dans ses baskets à son poste et qui progresse et qui quelqu'un qui se dit je vais bientôt partir. Ça n'intéresse personne. L'investissement en temps dans la formation et dans la mise en route de la personne est tel qu'on n'a pas envie de voir partir les gens. Enfin, nous, moi, j'ai pas envie. Oui. Plein d'expériences dans des entreprises différentes, que, par exemple, qui a fait plein de CDD, par exemple, dans différentes entreprises, plutôt que quelqu'un qui sort tout juste des études. Et puis... Ça va dépendre de ce qu'on cherche. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On peut vouloir quelqu'un qui vienne nous expliquer comment on devrait faire. Bon, ben, parfois, non, on veut avancer comme ça. Pas nécessairement. J'ai une question. Une question sur les types de contrats les plus fréquents, genre plutôt CDD, plutôt CDI, et si c'est CDD, quel type de durée de CDD. Je vais vous le dire pour Drogabilis. Pour Drogabilis, qui est 6 personnes, donc c'est royal. Moi, j'embauche en CDD pour en CDI. Et les gens qui sont en CDI, et la période d'essai, elle est courte. Il ne faut pas rester dans une situation où les gens ne sont pas bien ensemble. Si on n'est pas bien ensemble, il faut qu'on puisse se séparer. Mais des deux côtés, ne prenez pas que vous êtes. Ça ne sert à rien. Le premier, s'il faut manger, ok. Sauvez un poste, vous êtes bien. Moi, j'aimerais donner un peu mon expérience. Nous, c'est vrai quand on a des gens qui sont passés par l'alternance, on les connaît et tout ça. Généralement, en règle générale, on leur propose un CDI. Par contre, pour les gens qu'on embauche, qu'on ne connaît pas, on est plutôt sur une période de CDD pour savoir exactement, oui, si on s'entend, si ça correspond à leurs souhaits. Que chacun y trouve son compte. Dans une PME, on ne peut pas se tromper. Parce que sur l'équipe de 10 types de bain, c'est important en augmentation d'effectifs. Et puis, il y a quelque chose d'important qu'il faut voir aussi, c'est que c'est vraiment un investissement pour des petites sociétés de prendre des gens. Et c'est pas pour qu'ils partent au bout de quelques temps, hein, au bout d'un an. C'est vraiment un investissement long terme parce qu'on les forme, vous êtes accompagnés et il y a vraiment de pérenniser l'emploi. Si on embauche, c'est pour les garder, les gens, normalement. C'est là où on parlait d'emploi pérenne. Il y avait une question sur le chat.
des salaires. Vraiment, j'étais à côté. À quel type de salaire on peut s'attendre en tant que débutant? Ouais. Je veux dire, ça va aussi dépendre des postes, ça va dépendre de l'expérience. Et puis, il faut bien s'imaginer que si on nous proposait que des salaires qui ne sont pas en relation avec le marché, les gens s'en iraient. Donc, on essaie d'avoir une idée de ce que sont les salaires pour ce type de poste, on essaie de rester dans ces salaires-là. Sachez que les prestataires de R&D dont on a parlé ne sont pas tous des entreprises qui roulent sur l'or. Sachez aussi qu'on ne peut pas se permettre de recruter en dessous des prix du marché. Alors après, on se fait beaucoup d'idées sur la richesse des gens qui travaillent dans le privé, et surtout quand on travaille dans le public, je pense à nos camarades enseignants. Donc, je pense qu'il faut démystifier un peu. Il y a une vraie différence de niveau de salaire, je pense, entre les grands groupes et les PME. Il y a une différence de salaire probablement entre les biotech et les prestataires de recherche dont on parle. Mais nous, je pense qu'on essaie avec l'association, avec les interactions qu'on a avec les collègues dans d'autres CRO, ça s'appelle Contract Research Organizations, on essaie d'être en ligne avec le marché. On le voit aussi, si on pose une offre d'emploi qui n'est pas au niveau du marché, on n'a pas de candidature. Parfait. Je vous propose d'avancer un peu sur la présentation. Donc, on va un peu parler des métiers à Bac+3 et des formations support. Alors, vous êtes en plein dedans, vous les connaissez, mais c'est pour ceux qui vont regarder ensuite cette présentation. Alors, avec pas votre réseau, ça met un peu de temps entre diaporamas et alors, merci. Donc, très rapidement, je vais faire en fait un focus sur quelques formations de l'université Paris-Saclay qui vont être professionnalisantes, c'est-à-dire qui vont vraiment faire une insertion à Bac+3. Ce sont des formations qui se font notamment par apprentissage, et vraiment l'université, elle a vraiment la volonté de promouvoir l'apprentissage aussi de ces formations. Donc moi, je vais vraiment surtout parler de quelques formations qui sont plutôt tournées vers les biotechnologies, la chimie et le génie des procédés. Et en tout cas, toutes ces formations, elles ont pour objectif vraiment de former des collaborateurs qui vont vraiment être capables de répondre aux besoins des entreprises. Donc dans les domaines plutôt, on va dire, qu'utilisent les biotechnologies. Alors, on peut dire qu'il s'agit de formations d'excellence, puisqu'on a donc plus de 90% de nos étudiants qui obtiennent leur diplôme. Ça ne veut pas dire qu'on donne des diplômes. Voilà. Ça met un peu de temps. Mais en tout cas, donc 90% de ces étudiants réussissent avec un fort taux d'insertion professionnelle, puisque 88% d'entre eux, en fait, entrent dans la vie active dans les 6 mois après avoir obtenu leur diplôme. Il faut noter qu'on a environ un apprenti sur 2 qui doit même se voir proposer un embauche pendant sa formation. Alors, si on s'intéresse maintenant aux compétences communes que vont acquérir donc, ces étudiants dans ces différentes formations en recherche et développement, donc nos étudiants, ils sont vraiment formés par la recherche. Donc, ça veut dire que dans ce cadre, de par leur formation, que ce soit théorique ou pratique, ils vont être capables donc, de construire et mettre en œuvre une expérience pour répondre à une question scientifique. Et c'est tout en fait en adéquation à ce dont on vous a parlé précédemment. Et évidemment, ils vont être capables de mettre en œuvre, d'appliquer un protocole expérimental avec rigueur, mais surtout, ils seront force de proposition pour l'élaboration et puis pour également l'optimisation. Ils vont bien évidemment récupérer leurs résultats, les analyser, faire les analyses statistiques, pour replacer tout ça dans le cadre, on va dire, scientifique et surtout pouvoir proposer des améliorations et puis définir des perspectives. Maintenant, si on s'intéresse à tout ce qui est plutôt bioproduction, donc nos étudiants à l'issue des formations sont capables de mettre en œuvre les process biotechniques et physico-chimiques. Ils sont également capables de participer aux actions d'amélioration des produits et de leur formulation donc, au sein des unités de production. Et puis, évidemment, mettre en œuvre des techniques et des méthodes d'analyse et de caractérisation, que ce soit matière première ou produits finis. Alors, très rapidement, je vais présenter l'une de ces formations, donc la licence professionnelle bio-industrie et biotechnologie en 3 ans, dont je suis donc co-responsable avec Michel Raptorsen. Donc, notre formation donc, a vraiment pour but de former des techniciens et assistants ingénieurs qui vont répondre aux besoins des entreprises, comme on l'a dit précédemment. Alors,
Cette formation en 3 ans, en fait, c'est une nouvelle formation. Alors, je dis nouvelle, en fait, ce qui, c'est pas tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment compléter une autre formation qui existait déjà depuis de nombreuses années sur Paris-Saclay, puisque LP2 et LP3 existent depuis 30 années, LP2 depuis 37 ans, LP3 depuis 20 et quelques années. Et grâce à ça, on a diplômé un grand nombre d'étudiants, plus de 1000 étudiants. Donc, il y a un taux d'insertion remarquable. Ce qui va vraiment être nouveau pour nous cette année, à la rentrée de septembre 2022, c'est cette ouverture de l'année de LPA. Donc, ce qui va vraiment nous permettre de cueillir des bacheliers dès la première année et de pouvoir offrir à ces jeunes un parcours sécurisé sur 3 ans. Que dire d'autre? On peut évidemment intégrer notre formation à différents niveaux, mais on va toujours l'intégrer en année de LP2 après une L1 ou en année de LP3 après avoir obtenu une L2 sciences de la vie, un DOST, un BTS ou un BUT 2 ou BUT 1. Donc notre formation, elle a une forte immersion professionnelle. Que les étudiants, dès la première année, vont faire un stage, donc de 2 mois dans un laboratoire de recherche, et puis ensuite, ils vont être en apprentissage, durant 8 mois par an, en 2e et en 3e année. Et enfin, également, ce qui est important pour nous, c'est qu'en 3e année, on a à côté une promotion d'une vingtaine d'étudiants qui, eux, sont en stage de 4 à 6 mois. Donc, on propose également des stages dans la formation, stage de fin d'études, donc de 4 à 6 mois. Alors, quelques infos sur les compétences que nos étudiants vont acquérir. Donc, outre les compétences que j'ai citées précédemment, qui sont spécifiques à BD, ils vont également être capables, évidemment, de rendre compte de leurs résultats. Ils sont vraiment formés à la rédaction de cahiers de laboratoire. Et puis, ils vont développer un certain nombre de soft skills, tels que le travail en équipe, la gestion de projet, la créativité, l'autonomie, et puis également la communication, que ce soit l'écrit, à l'oral, en français et en anglais, avec un focus bien particulier sur les scientifiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre l'offre d'emploi telle que l'a donné Laurent tout à l'heure, d'un technicien, où il a décrit les compétences et les ressources, en fait, on s'aperçoit que les licences professionnelles ont cet atout d'être écrits aussi en compétences, et normalement de répondre vraiment aux besoins à bac plus 3. Elles ne sont pas hors sol, en fait. C'est-à-dire que l'écriture de ces diplômes, il est co-construit en même temps par les industriels et en même temps par les responsables de vos formations. Et il y a une vraie adéquation. Et regardez les offres d'emploi, vous verrez que c'est assez impressionnant. À noter que la certification d'anglais est obligatoire maintenant pour les étudiants qui sortent en 3e année. Même si, évidemment, tous la passer. Il y a quelques questions. On la posera après, peut-être la. Christelle, tu prends la main pour nous présenter l'AFP. Oui, donc. Alors, on n'entend pas du tout, Christelle. Alors, je vais essayer de parler plus fort, c'est mieux? Très bien. Voilà, donc la licence professionnelle génie des procédés et bioprocédés industriels est une toute nouvelle formation. Donc, on a eu notre première promotion qui est sortie en septembre dernier. Elle a ouvert en 2020 et elle a été créée dans le cadre d'un partenariat entre l'Université Paris-Saclay via le département chimie de l'IUT d'Orsay et l'Université Versailles-Saint-Quentin avec le département génie chimique, génie des procédés et options bioprocédés de l'IUT de Rambouillet. Donc, c'est une formation qui se veut pluridisciplinaire, donc avec des enseignements à la fois en chimie, en génie des procédés et en bioprocédés, biotechnologie. Les objectifs sont de former donc, des techniciens et assistants ingénieurs polyvalents qui répondent aux besoins des entreprises transformant des matières premières biosourcées, donc soit par des voies biotechnologiques ou en utilisant des opérations physico-chimiques. Donc, cette licence professionnelle se fait par apprentissage, donc avec un stage de 8 mois en entreprise, et pour certains étudiants en formation initiale avec un stage un petit peu plus court. Avec la réforme du DUT qui devient le BUT, cette licence donc, constituera la 3e année du diplôme de BUT, donc toujours ouvert à l'apprentissage et à la formation initiale. Et avec le passage au BUT, la 2e année du BUT de chimie pourra être déjà réalisée en apprentissage.
Alors que pour le moment, on a juste la troisième année, la licence professionnelle qui se fait en apprentissage. Donc, les compétences de nos étudiants sont proches on retrouve les mêmes compétences que précédemment, donc ils savent travailler en équipe, gérer des projets, présenter et interpréter leurs résultats. Et ils sont capables de réaliser et suivre une bioproduction, choisir et mettre en œuvre les opérations nécessaires pour les transformations des matières premières biosourcées, analyser et caractériser les biomolécules et bioproduits. Puisque dans cette formation, il y a donc des enseignements qui touchent à la fois à l'upstream processing et également au downstream processing. Et dans cette formation, il y a à peu près 50% des enseignements qui sont sous forme de travaux pratiques. Voilà. Et donc, avant de conclure, je voulais également vous parler donc, à l'IUT d'Orsay au département chimie. Nous avons également une licence professionnelle chimie organique et bio-organique, donc qui a pour objectif de former donc, des techniciens et assistants ingénieurs avec de bonnes connaissances en chimie organique et également des notions en biochimie, donc qui peuvent intéresser les entreprises de l'APSI. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas laisser la parole à nouveau. Alors, merci pour ça. Donc, effectivement, on a la chance au sein de l'école universitaire d'avoir des licences professionnelles, d'avoir des luttes, d'avoir une formation qui est un peu innovante, hein, parce que c'est une SP qui est en 3 ans, hein, c'est ce qui nous permet le nouveau décret, hein, et donc d'avoir un recrutement dès Parcoursup, finalement, pour cette licence professionnelle. Alors, pourquoi c'était intéressant de le faire? C'est qu'on n'a pas de but équivalent ici. On n'a pas de génie biologique, finalement, sur Paris-Saclay, et cette formation, en fait, biotechnologie, c'est l'équivalent, finalement, de ce but de génie biologique. Donc, c'est ça qui était intéressant. Je n'oublie pas aussi qu'on a des formations de licence. Des formations de licence en chimie et en biologie, qui peuvent aussi, parfois, je pense, intéresser les industriels. C'est des profils un peu différents, un peu moins expérimentaux, un peu plus théoriques, mais je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup de choses aussi au niveau des industriels. Pour ça, il faut les aider un petit peu par un stage. C'était la question de Michel dans le chat. Il disait, est-ce que les stages, c'est possible? Ça peut être intéressant parce que c'est des profils qui sont différents, qui peuvent être aussi très, très intéressants. Alors, il nous reste en fait quelques minutes. On avait mis perspective, vision d'avenir. Moi, je propose qu'on les utilise peut-être juste pour encore échanger si vous avez des questions. Peut-être un slide. Ah oui, c'est important, celle-là. Elle arrive. Hein, elle arrive. Elle est grosse, elle arrive. Elle est arrivée, oui. Non, elle va arriver, mais je peux commencer à la commenter. Non, celle-là. Bon, vous trouverez sur le site de l'APSI un certain nombre de petites vidéos dans lesquelles des chefs d'entreprise ou des responsables d'eux vont présenter leur entreprise ici. Vous allez voir telle boîte fait tel type d'activité. Ça, c'est intéressant pour connaître un peu les métiers. Vous avez aussi une cartographie des services. En cliquant sur 2-3 petits liens, vous allez directement vers ceux qui font de la pharmacologie, ceux qui font de la chimie, ceux qui font de l'analytique, ceux qui font du développement de procédés, etc. Sur le site de APSI, donc afssi.fr, vous trouverez tout ça. Donc les annuaires dont on parlait tout à l'heure aussi. De la même manière, tout à l'heure, on parlait des outils. Vous savez que vous avez un outil à l'université qui s'appelle Job Teaser, hein, qui vous permet de déposer votre CV et de recevoir des offres d'emploi. Joël avait mis une offre d'emploi sur Job Teaser. J'espère que vous êtes tous inscrits sur ce site. Sauf que les offres d'emploi ne sont pas pour l'instant visibles des gens qui sont sortis. Exactement, c'est seulement ceux qui sont actuellement. Mais voilà. Donc il y a des outils qu'on essaie de mettre en place et qu'on va travailler aussi pour vous. Il y a des questions à distance ou dans la salle ici? Allez, voilà. Ça va être sur. C'est sur le site de Paris-Saclay, en fait. On vous donnera le lien s'il faut. Voilà, moi, je pense que ça donnera. Il y avait une question ici. La première, c'est par rapport aux différents profils que vous avez. Parce que du coup, c'est plus intéressant d'avoir des techniques types ou même de pointes qui sont du coup assez demandées dans certains domaines. Ou vous préférez des profils des fois plus exotiques avec des choses un peu plus de niche mais qui sont quand même demandées aussi. Des méthodologies ou
Tout dépend ce qu'on cherche. Non, mais on aura usuellement utilisé, typiquement chez nous, on cherche le HPLC. Ça, il y aura plus de postes ouverts comme ça. Donc, il faut vraiment tomber sur la boîte qui a besoin de mettre en place cette technique. Laurent, tu. Oui, bah, je dirais que ça dépend vraiment du poste à pourvoir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même un large profil de poste. On cherche pas toujours le même profil de technicien, hein. Des fois, des expertises dans d'autres domaines où on est moins expert nous intéressent et peuvent apporter, chacun peut apporter sa pierre. Et la diversification est aussi importante dans nos sociétés. Donc, un jour, on pourra avoir un ingénieur, besoin d'un ingénieur, plus un profil ingénieur in vitro, par exemple, et puis plus un technicien in vitro une autre fois. Donc, c'est difficile de répondre à votre question, honnêtement. On a mis des questions dans le chat. Vous pouvez y répondre? Oui. Alors, on l'avait, c'était chez Michel. On regarde. Alors, sur la partie stage, on y a répondu, c'est possible. On peut avoir accès à ces formations avec n'importe quel but de génie biologique. Vous avez des centres affiliés. Landine. Non, on n'a pas de centre affilié. Tout va dépendre en fait de la motivation et du projet du candidat qui sera évalué lors du recrutement. D'accord. C'est la seule question que je vois. Après, c'est Martine qui dit tout va bien ici. Pour les stages, on n'a pas entendu la réponse. Ah, ils vont préciser sur les stages de L3. Voilà. Est-ce que vous prenez des stagiaires en L3, par exemple, les stages de fin d'études? C'est combien de temps? 4 à 6 mois. On pourrait se discuter. Moi, comme le disait Laurent tout à l'heure, dans nos boîtes, on est toujours assez occupés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup de temps. Et donc, quand on investit sur un stagiaire, moi, je considère que quand on prend un stagiaire, on doit être avec ce stagiaire et lui apprendre des choses. Si on prend un stagiaire pour le coller dans un coin et lui confier un truc à faire qui nous intéresse, mais on ne lui transmettra rien, c'est pas très honnête. Donc, les stages plus courts, on est plus réticents. Moi, je préférerais prendre quelqu'un sur un CDD pour faire un boulot, ou un stagiaire avec qui on peut vraiment développer quelque chose qui soit intéressant pour un apprentissage. Donc, on est prêt à prendre un apprenti là en ce moment. Et les stages volontaires l'été? Les stages volontaires l'été, nous, non. D'abord parce qu'au mois d'août, on est fermé, on prend des vacances. Non, mais souvent aussi dans les petites boîtes vont pas fermer. On ne va pas avoir un roulement parce que ce n'est pas possible de gérer une équipe à mi-temps, et puis sinon le patron il n'est pas en vacances, il est toujours en train de répondre au téléphone aux questions qui lui arrivent. Donc souvent, le stage qui va être sur 2 mois d'été, c'est pas possible qu'il couvre le mois d'août, parce qu'en France tout s'arrête en août, je ne sais pas si vous savez. C'est difficile. Dans les grands groupes, vous pourrez trouver des stages qu'on avait déjà d'été parce que ça continue. Donc c'est plus délicat des stages pour nous. D'accord. Une dernière question. Voilà, 2 dernières questions. Allez. Oui. Qu'est-ce que vous regardez en particulier sur les CV? Déjà, sur le CV, on va essayer. Mon expérience perso, hein, on va regarder déjà si on a une adéquation à peu près quand même avec ce qu'on est en train de rechercher, techniquement parlant. Après, moi j'ai la fois que je commence à regarder aussi la forme et l'orthographe. Et quand il y a 3-4 fautes d'orthographe ou un peu visibles, j'ai plus envie. Donc c'est important, mais c'est tellement fréquent qu'on ait des CV. Quand vous envoyez un CV, c'est votre ambassadeur. Ça dit, je suis cette personne. Et quand on veut des gens qui soient rigoureux, qui vont appliquer des protocoles, qui vont rendre et que on n'a pas envie. Donc ça peut aller très vite. Après, bien sûr, on va regarder la formation, on va regarder s'il y a des accidents de formation, si c'est compliqué ou si c'est pas compliqué, si c'est simple, c'est facile. Ça ne veut pas dire que si c'est compliqué, on ne va pas regarder. Donc il y a une logique à votre parcours. Il y a une logique pour postuler sur quelque chose, c'est logique que ce soit vous aujourd'hui. C'est logique que vous proposiez de prendre ce poste parce que quand on va se rencontrer, on veut que ça soit le plus fluide possible. Et vous, il faut que vous trouviez aussi des jobs où vous vous sentez bien. On sent que ça ne va pas fitter. Donc,
Il n'y a pas de recette, mais un CV clair, en ligne avec ce sur quoi on postule. Je dirais que le CV, ça doit être l'envie de rencontrer la personne. Et c'est ça qui motive les entreprises. Donc, il faut que ça soit clair, parce qu'on en reçoit quand même. Et donc, ça doit être clair et précis. On regarde s'il est en équation avec ce qu'on cherche. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est une partie importante, et je l'ai souligné dans la présentation, c'est le savoir-être, hein. C'est les soft skills, comme on dit en anglais, hein. C'est vraiment important, le fait que les gens aient envie de travailler en équipe, la communication écrite, communication orale. Dans nos entreprises, c'est très important de maîtriser les deux. Voilà, et on cherche aussi à introduire des gens petit à petit et qu'ils s'incorporent aussi dans l'équipe. C'est important que les gens soient compatibles avec l'équipe en présence, puisqu'il faut les incorporer. Donc, il y a beaucoup de savoir-être qui est important et qui n'apparaît pas souvent dans les CV. Les gens ne savent pas montrer des expériences en dehors du cadre professionnel ou professionnel peuvent être intéressantes. Des gens qui ont managé des équipes dans des stages d'été et tout ça, c'est intéressant. C'est un exemple. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Allez, une dernière question et puis après on sera obligé de s'arrêter. Je voulais savoir si vous faites des formations en interne, soit pour faire évoluer vos techniciens. Alors, je peux répondre. Moi, nous, on fait des formations en interne. Il y a des domaines, puisque nous, on travaille dans le domaine de la douleur, domaine qui est peu enseigné. Moi, j'assure des cours aux techniciens pour qu'ils maîtrisent mieux l'environnement et tout ça. Et moi, je participe aussi au niveau de l'université à donner des cours sur le développement du médicament, comment on développe un médicament, quelles sont les innovations qu'on peut avoir, tout ce qui est innovation dans le développement de la pharmacologie. Ce sont des sujets où on est sensible et ces cours, on les utilise en interne et en externe. Par ailleurs, des cours, des fois, dans les formations, on intervient dans des masters, on intervient aussi à un tiers de nos entreprises qui ont répondu dans notre enquête qu'ils avaient des interactions avec des formations supérieures. Ok, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a dépassé un peu, on pourrait continuer après si vous voulez à discuter ici dans la salle. Alors, je voudrais d'abord remercier tous les intervenantes et tous les intervenants. On y a consacré un peu de temps à préparer ça. Je voudrais remercier Martine Cornier qui a un peu piloté ce groupe de travail. Vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. La même chose pour l'IUT d'Orsay, hein, vous êtes voilà. Merci beaucoup pour votre présence. C'est enregistré. Si vous voulez revoir nos têtes, c'est facile. Vous allez revoir. Et ben, je vous souhaite un bon après-midi et je remercie encore. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous.